Hello les gars, ASML vient de publier ses résultats financiers au titre du troisième trimestre 2025. Le marché a bien réagi puisque le cours a pris environ 3% suite à la publication. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo de suivi assez courte. Je vous propose de parcourir la press release des résultats de Q3. On ira également jeter un œil au transcript de l'earnings call et je vais essayer de réexpliquer certains termes un peu plus techniques avec toujours mon humble casquette de financier. Avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos de suivi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide toujours beaucoup. Alors on commence avec les chiffres. Le revenu Q3 était de 7,5 milliards d'euros avec une marge brute de 51,6% et un résultat net de 2,1 milliards d'euros. Les net bookings à la fin du troisième trimestre étaient de 5,4 milliards d'euros, dont 3,6 milliards correspondant à de l'EUV. Donc ce 5,4 milliards de commandes à Q3, c'est un chiffre qui est élevé, c'est notamment ce qui a plu au marché parce que la perception c'est que ça vient confirmer un petit peu l'actualité positive de ces derniers mois pour ASML. Mais bon, il faut garder en tête quand même que ça reste un chiffre qui varie beaucoup au cours de l'année. C'est quelque chose sur lequel certains observateurs se focalisent peut-être un peu trop. D'ailleurs, c'est notamment pour cette raison que le management d'ASML a décidé dès l'année prochaine qu'ils ne donneraient plus ce montant des commandes à chaque trimestre. Ils le feront une fois par an au moment des résultats annuels, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, ASML attend un revenu en 2025 en croissance de 15% par rapport à 2024 avec une marge brute autour des 52%. Donc ça, c'est exactement la guidance qu'ils avaient donnée en début d'année. C'est toujours impressionnant de voir à quel point ils visent juste quand ils donnent leurs prévisions de revenus et de marge pour l'année. C'est une preuve supplémentaire que le management est prudent et rigoureux. Ils font ce qu'ils disent et ils exécutent plutôt très bien. Et ça leur donne encore plus de crédit quand ils partagent leurs projections, par exemple celle à horizon 2030. Donc certes, 2030 c'est plus loin que 12 mois, mais on peut supposer une certaine, encore une fois, prudence, rigueur quand ils font leur scénario et qu'ils partagent des chiffres comme cela. Alors concernant la guidance 2026, ils disent dans leur earnings call qu'ils ne donneront ces éléments qu'en janvier, donc il faudra attendre un petit peu. À ce stade, la seule chose qu'ils disent, c'est que 2026 ne sera pas en dessous de 2025 en termes de revenus. Donc ça, c'est une manière de dire qu'ils ne prévoient pas de décroissance en 2026, là où lors de l'earnings call de Q2, ils avaient laissé planer le doute. Ça avait fait chuter le cours de bourse en disant qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas encore garantir de la croissance en 2026 par manque de visibilité notamment. Donc ça veut dire qu'ils ne prévoient pas de décroissance en 2026, mais ce que ça traduit aussi, c'est que si croissance il y a des chances pour qu'il y en ait très peu, moins de 5% j'imagine. Donc il faut s'attendre à quelque chose de faible ou carrément du flat pour l'année prochaine. Une des raisons étant, on va descendre un petit peu plus bas, qu'ils attendent une baisse significative des ventes en Chine en 2026. Donc ça, c'est quelque chose qui était prévu. En début d'année, le management parlait d'une normalisation, je crois, autour des 20%. Je suppose que ça pourrait même être inférieur à ce chiffre, vu qu'entre-temps, avec la politique de Trump, les restrictions se sont durcies envers la Chine. Les ventes de machines en Chine, ce sont des ventes de systèmes d'EUV, parce qu'on le rappelle, les ventes de systèmes EUV sont carrément proscrites pour les clients chinois. Je suis allé voir sur les 12 derniers mois, la Chine c'est environ 30% du mix revenu. Et en 2024, où il y avait eu un phénomène de commande en masse avant les restrictions, c'était carrément 36% du total revenu. Donc là, même si on revient on va dire au niveau de 20%, c'est normal que l'impact soit significatif et c'est en 2026 a priori où ça va se rematérialiser. Donc côté marché, ça c'est l'élément négatif, mais il y a bien sûr du positif comme d'habitude. On parle de momentum pour les investissements autour de l'IA, bon ça n'aura échappé à personne je pense, et du fait que ça attire un plus grand nombre d'entreprises, alors qu'initialement c'était une industrie avec très peu d'acteurs de grande taille, alors que là ils observent de nouveaux acteurs qui rentrent un petit peu dans la danse, et a priori ce sont des acteurs qui seraient de taille inférieure, qui voudraient aussi s'équiper en système de lithographie. Et ces nouveaux acteurs, ils sont à la fois sur la partie logique avancée, mais aussi sur la DRAM avancée, donc tout ce qui est puce mémoire avancée.
Un peu plus haut, ils nous parlent de l'aspect technologique et du coup, ils nous disent que l'intensité en lithographie continue d'évoluer positivement. Alors, l'intensité en lithographie, juste pour faire un petit rappel, c'est le nombre d'étapes en gros de lithographie par wafer. Donc généralement, plus une puce est avancée technologiquement, plus il y a de couches très fines à imprimer et donc plus ça nécessite de passage des systèmes de lithographie d'ASML, notamment leur système à UV extrême, donc EUV. Ça, c'est quelque chose qui est cohérent avec le fait que les clients ont de plus en plus de systèmes EUV. C'est ce qu'ils mettent ici, EUV Adoption Gains Momentum, et que ça inclut les progrès qui sont faits sur les systèmes High-NA. Sur ce point-là, d'ailleurs, ils nous donnent un chiffre pour illustrer leur avancement. Donc, ils nous disent que chez leurs clients, il y a plus de 300 000 wafers qui ont déjà été lithographiés par des systèmes High-NA. Donc, les machines qui sont chez leurs clients, elles sont activement utilisées dans leur environnement de pré-production. Ce sont des machines qui sont encore dans leur phase de rodage. Donc, ça, c'est quelque chose qui va prendre encore du temps, mais ça suit son cours, donc ça c'est plutôt positif. Ils ont eu des bons retours, c'est ce qu'ils nous disent juste après, de la part de certains de leurs clients, disant que le High-NA progresse plus vite que le Low-NA à l'époque. Pareil, ça c'est un signe plutôt positif. Et ils nous disent qu'un système High-NA, donc le XZ 5200, est en cours d'installation chez SK hynix, qui est un des plus gros clients sur le segment de la mémoire avancée. Donc, sauf erreur, ça serait leur premier système High-NA pour les Sud-Coréens de SK hynix. Donc, ASML, il nous parle d'une machine positionnée stratégiquement pour le futur de la DRAM. Donc ça, c'est un point intéressant à suivre et pourquoi pas, ça pourrait inspirer les concurrents à faire de même. Ensuite, il parle d'intégration 3D et de packaging avancé. Alors ça tombe bien parce que ça, ce sont des sujets stratégiques dès aujourd'hui et dans les prochaines années dans la façon dont sont fabriqués les semi-conducteurs. Donc historiquement, la logique, c'est on réduit la taille des transistors pour en mettre le plus possible au millimètre carré. Donc ça, c'est la loi de Moore. Bête et méchante, mais ça devient de plus en plus difficile, c'est coûteux, ça prend du temps et c'est pas ce qui est le plus efficient. D'où l'émergence d'autres approches, on va dire, pour rendre les puces plus performantes et efficientes en les empilant et en les connectant différemment entre elles, plutôt que de toujours chercher à les miniaturiser indéfiniment. Donc en gros, l'intégration 3D, c'est une façon d'assembler les puces entre elles de manière optimale, et le packaging, ça c'est l'étape finale de fabrication où les puces sont connectées entre elles de manière optimale et sont protégées. Ça, c'est la grande logique. Et donc, ASML voit qu'il y a des besoins grandissants à ces niveaux chez ses clients. Ils veulent proposer des produits, des solutions à leurs clients, d'autant plus qu'ils pensent pouvoir adapter une partie de leur technologie pour fabriquer des machines pour le packaging et l'intégration 3D. Donc ça serait une manière de leverager leur savoir-faire et leurs ressources et de se diversifier par la même occasion. Actuellement, ils ont un seul produit côté packaging avancé, c'est le TwinScan XT260 qui permet a priori d'assembler et d'aligner les puces une fois qu'elles sont produites. Et donc ils disent que leur machine a une productivité x4 par rapport à un stepper classique. Alors je suis allé voir, apparemment le stepper c'est on va dire un peu la machine de base ancienne génération pour le packaging. Et donc voilà, visiblement la techno n'est pas la même et leur produit est bien meilleur que le produit standard du marché. On n'a pas beaucoup plus d'infos sur ce XT260, ça serait intéressant de savoir quel est le prix de vente et la marge brute sur ce genre de produit. Mais dans tous les cas, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont être capables de générer avec ce genre de produit et ce qu'ils vont pouvoir proposer par ailleurs sur ce segment de marché, ça va être intéressant à suivre. Et enfin, bien sûr, on finit avec le partenariat avec Mistral AI. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo sur ASML. Donc là, ils évoquent le fait que le partenariat avec Mistral va leur permettre d'intégrer de l'IA dans leur système et ainsi d'améliorer la performance, la productivité de leur machine et le rendement pour leurs clients. Pendant leur earnings call, ils rajoutent aussi que quand on pense à ASML, on pense bien sûr au hardware, donc à leurs machines qui font la taille d'un bus à peu près. Mais à l'intérieur de ces machines, il y a beaucoup de software. Donc de plus en plus de personnes justement se rendent compte de l'importance de ces softwares, c'est ce qu'ils nous disent. Et ils ajoutent que au niveau de précision et de vitesse extrême de leur machine, et ça c'est quelque chose qui concerne aussi la partie métrologie et inspection, c'est assez évident que les softwares sont ultra importants.
et du coup que c'est une des raisons de ce partenariat stratégique avec Mistral. Utiliser l'IA pour aller plus loin sur ce volet software qui est un petit peu sous-coté et analyser les grandes masses de données générées par leur machine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le dernier point à noter, c'est qu'ils ont stoppé les rachats d'actions au Q3. Ils disent avoir racheté seulement 148 millions d'euros d'actions pendant le trimestre. Et je suis allé vérifier, ça c'est ce qu'ils ont racheté durant la première quinzaine de juillet. Après, plus rien. Et ça prouve une nouvelle fois qu'ils essaient d'être opportunistes en termes de buybacks. Ils ont profité de la faiblesse du cours sur tout le premier semestre 2025 pour faire des rachats massifs. Et maintenant que le multiple est bien plus élevé, ils en font très peu, voire plus du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui fait sens. Et c'est vrai que ça a été plutôt bien exécuté de leur part cette année. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. C'était Romain. Ciao!